Ouais. Hello. Erev Tov, chers amis, on peut à présent commencer notre première session d'études sur les halachot de Pessah. Cette année particulièrement, nous avons une configuration un peu spécifique, puisque Pessah tombe Be'ezrat Hashem samedi soir, donc à l'issue du Shabbat. On appelle le Pessah de cette année un Erev Pessah Shehal Yod Beshabbat, une veille de Pessah qui tombe pendant Shabbat et qui arrive assez rarement, plutôt rarement, puisque la dernière fois qu'on a pu fêter Pessah de cette façon-là, c'était il y a 13 ans, très exactement. On a donc besoin de revoir les classiques, besoin également de rappeler les idées qui concernent le Pessah actuel et surtout besoin de réajuster la halakha en fonction du besoin. On aura aussi, Ezrat Hashem, l'occasion, à travers ce premier échange, de partager sur les quelques idées, notions que la halakha nous propose pour les repas du Shabbat qui précèdent Pessah. Je vous propose, dans un premier temps, une présentation déjà des idées et des sujets que l'on va aborder ce soir. On pourra s'écouter les uns les autres, rendre ce cours interactif. Si jamais l'un ou l'une d'entre vous a besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas à lever la main. Je crois que vous savez comment ça fonctionne maintenant, on a pris l'habitude. Ça me permet de savoir à qui j'ai affaire, puisque je ne vous vois pas à l'écran. Et ça me permet également de m'interrompre pour pouvoir vous répondre si besoin. Ce soir, Be'ezrat Hashem, les sujets du jour. On parlera dans un premier temps de toutes les halachot relatives à la Bedikat Hametz et la Bedikat Hametz cette année particulièrement. À quel moment, à partir de quand, jusqu'à quand. Le Biur Hametz sera dans notre seconde phase. Ce sera donc la phase de la destruction du Hametz que l'on fait chaque année, bien évidemment, mais que l'on devra réajuster pour le Pessah à venir. Enfin, on aura dans un troisième temps l'occasion de parler du Ta'anit Bechorot, le jeûne des premiers-nés, qui est aussi décalé. Et enfin, pour conclure, nous parlerons du Shabbat et des menus conseillés par la halakha, puisque le Shabbat, veille de Pessah, vous le savez, on n'a pas le droit de consommer du Hametz jusqu'au bout du Shabbat. Nous avons des horaires à respecter. Voilà pourquoi la halakha préconise quelques idées, non pas de repas, mais plutôt de menus en termes de hametz ou matzah pour pouvoir respecter la mitzvah du Shabbat. Dikat hametz, ce premier devoir qui incombe donc de vérifier notre maison, nos appartements, nos biens, la voiture, les chambres, la cuisine, bref, tous les endroits dans lesquels on a pu déposer hametz. On devra donc les vérifier à la veille de la fête de Pessah. Be'ezrat Hashem, bien évidemment, je prends en compte votre message. Le shiur de ce soir est dédié à la refoua shelema de notre cher ami Sasson Raphaël Ben Esther Alevi. Nous avons une forte pensée pour lui, c'est bien de le repréciser, bien évidemment. Dîner Bdikat Hametz, donc la Bdikat Hametz, c'est notre première phase, première mitzvah que l'on doit respecter à la veille de la fête. Cette année, la Bdikat Hametz Be'ezrat Hashem ne pourra pas avoir lieu le vendredi soir, mais elle aura lieu le jeudi soir. Je donne les dates. Jeudi soir 25 mars, à partir de 19h50, la tombée de la nuit en région parisienne, nous aurons le devoir de vérifier le Hametz qui se trouve dans nos maisons et dans tous les endroits où on a pu en déposer. Vous savez que lorsqu'on fait la Bdikat Hametz, on dira la bracha de Al-Biur Hametz. Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, etc. Al-Biur Hametz. Pourquoi est-ce que la bracha de la Bédika n'a pas été définie en fonction de la vérification elle-même? Pourquoi est-ce que la bracha a été définie en fonction de la destruction? La halakha répond simplement que la vérification est un moyen d'arriver à la destruction. Ce n'est pas un objectif en soi. On n'a pas un objectif en soi de vérifier. On a un objectif de détruire. Et pour pouvoir détruire, il faut d'abord trouver. Pour trouver, il faut chercher. Donc, on ne fait pas de bracha sur le moyen ou sur l'intermédiaire qui me permet d'arriver à la mitzvah, donc sur l'action intermédiaire.
On fait une bracha sur la mitzvah elle-même. Or, la mitzvah, c'est de détruire. Donc, on va dire la bracha de Biur Hametz. Je précise aussi au passage que on ne va pas faire de bracha sur l'annulation du Hametz, puisque à l'issue de la vérification, on va annuler une première fois le Hametz. Mais l'annulation que l'on fait, c'est une annulation qui se fait davantage par le cœur. Hein. C'est Batala Bitul Balev. Et il n'y a pas de bracha qui soit dite, qui soit établie sur une mitzvah que l'on fait avec le cœur. On a donc le devoir de vérifier et de dire la bracha de Al Bedikat Hametz, jeudi soir 25 mars, Be'ezrat Hashem, à partir de 19h50. Avec quoi? Avec une lampe de poche, une torche. On essaye de faire usage de la lampe de poche et d'une petite bougie, de telle sorte à pouvoir entrer dans les coins et recoins sans se mettre en danger. La lampe de poche, en fait, vous donne un éclairage un petit peu global. La bougie, elle vous permet parfois d'accéder à des petits coins et d'avoir un meilleur éclairage. C'est bon donc de s'aider de l'un et de l'autre pour pouvoir réaliser la mitzvah convenablement. On a pris l'habitude, avant de réaliser la Bikat Hametz, de déposer 10 petits bouts de pain. Ce n'est pas une obligation d'en déposer 10. Cette habitude-là, elle peut dépendre de plusieurs raisons. Vous savez que pour réaliser du pain, il y a 10 mitzvot qui sont faites d'une certaine manière avant la consommation. Je parle des prélèvements, des dons, le Kohen, le Lévi, etc. Donc, le chiffre 10 revient à plusieurs reprises dans la halakha. D'ailleurs, pour la mitzvah du Lechem Mishneh le Shabbat, c'est marqué également que c'est bon de déposer ses 10 doigts dessus, sur le pain du haut, le pain du bas, parce que on a envie de se rappeler que ce pain-là est arrivé dans nos mains après avoir respecté 10 mitzvot. On dépose 10 petits bouts de pain qu'on a emballés soigneusement, des bouts de pain qui n'excèdent pas la quantité de 27 grammes. J'y viens juste après pour vous expliquer pourquoi. Et ensuite, on vérifie, on repère, on essaie toujours d'avoir un à la maison qui sache où les pains ont été déposés, de telle sorte à pouvoir donner sa langue au chat si on ne les trouve pas. Et à l'issue donc de la vérification, le lendemain, on les brûle à l'heure que je vais vous indiquer. Si vous avez déposé 10 bouts de pain et vous n'en avez pas trouvé 10, vous avez trouvé 9. Il y en a un qui a été trop bien caché, vous ne savez pas où il a été déposé, vous pouvez vous appuyer sur le bitoul, sur l'annulation, puisque préalablement, vous avez pris soin de ne déposer que des petits morceaux moins de kazaït. Donc, ce qui est moins de 27 grammes est quasi insignifiant. On peut l'annuler avec l'annulation verbale que l'on va exprimer à l'issue de la vérification. C'est notre première étape de la mitzvah de Bdikat Hametz, puisque la seconde étape, elle n'arrivera que le lendemain. Donc, notre première étape se passera, Be'ezrat Hashem, jeudi soir, après la tombée de la nuit. Est-ce que l'on vérifie le Hametz après ou avant d'avoir prié? Alors, si une personne a un office qui est organisé à la tombée de la nuit, elle pourra prier à la nuit et ensuite aller vérifier le Hametz. Là, actuellement, ce n'est pas tout à fait possible vu les restrictions sanitaires. Donc, ce que l'on peut faire, c'est à la maison de prier Arvit, donc à la tombée de la nuit, et ensuite de vérifier son Hametz dans les minutes qui vont suivre en présence des enfants, en présence de la famille. Essayer de rendre ce moment important et de donner aussi l'impression aux enfants et à la famille qui nous entoure que c'est une première phase qui nous mène à la fête de Pessah, donc qui a lieu le lendemain ou le surlendemain pour cette année. Est-ce que pour cette première phase, qui est une phase relativement simple, pour laquelle il n'y a pas spécialement de grandes modifications par rapport aux autres années, si ce n'est qu'on va décaler l'abdika à l'avant-veille, est-ce qu'il y aurait des questions peut-être avant de passer à la suite? Non, ça va. Si c'est bon pour vous, je poursuis. Alors, cette première phase, elle est quand même assez importante. Il fallait… Oui? Non. OK. Cette première phase, elle est relativement importante, même s'il n'y a pas beaucoup de modifications. Donc, pour la première phase
de notre préparatif à la fête de Pessah, je rappelais simplement que l'Abdikat Hametz aura lieu jeudi soir 25 mars à la tombée de la nuit à 19h50. Et avant de vérifier, on dira la bracha de Albiou Hametz. Et après avoir vérifié et trouvé les fameux 10 bouts de pain, on fera donc le bitoul, la première annulation verbale. Cette première phase est suivie de la seconde phase qu'on appelle la phase du birou. Le bio hametz, c'est l'objectif même de la vérification. Le bio hametz, c'est la destruction du hametz. Quand est-ce que l'on va détruire le hametz? Normalement, le lendemain de la vérification, à la veille de la fête de Pessah, nous devons détruire le hametz au matin, avant le temps imparti, avant l'horaire indiqué dans le calendrier, c'est-à-dire avant la 5e heure de la matinée. Cette année, la veille de Pessah tombe Shabbat. On ne peut pas détruire le Hametz le jour du Shabbat. Comprenez que l'on ne peut pas faire usage de la flamme de toute évidence pour détruire le Hametz pendant Shabbat. Que fait-on donc et à quel moment doit-on détruire le Hametz? Le lendemain de la Bédikat Hametz, le lendemain du jeudi 25, donc le vendredi 26 au matin, on prendra soin de réunir les fameux 10 bouts de pain qu'on a récupérés de la vérification de la veille. On les mettra dans un petit bocal en fer, idéalement une boîte de conserve que vous avez mis de côté. Et avant d'asperger de l'alcool, de l'essence ou quoi que ce soit, on mettra d'abord le feu à ce pain. Il faut le brûler avant même d'avoir aspergé dessus un produit enflammable, puisqu'il faut que le hametz soit mangeable au moment de le brûler. On aspergera par la suite en se mettant un peu à distance, parce que je ne vous cache pas que c'est un peu dangereux de balancer de l'essence dans un pot enflammé, vous le savez. Donc, d'abord, on attisera le feu. Une fois que les bouts de pain ont commencé à brûler légèrement, on pourra rajouter un liquide enflammable. Cette mitzvah, cette seconde étape, pourrait techniquement se faire toute la journée du vendredi, parce que vendredi jusqu'au bout de la journée, nous ne sommes pas encore arrivés à la fête de Pessah. D'ailleurs, Shabbat, on pourrait même encore manger du pain. Donc, est-ce qu'on a le droit aussi de détruire le Hametz jusqu'à l'entrée du Shabbat? Est-ce que la halakha nous conseille de le faire même si c'est permis? On est très très vite amené à confondre et à retenir de mauvaises informations pour les années à venir. Imaginez-vous. Imaginez-vous que cette année, on ferait le choix de brûler notre Hametz jusqu'à l'entrée du Shabbat. Donc jusqu'à l'entrée de la fête, entre guillemets, même si la fête n'a pas encore commencé, mais c'est là où on entre quand même dans la fête. Peut-être que dans les années qui vont suivre, que ce soit nous, adultes, ou nos enfants qui étaient avec nous au moment où on a brûlé le Hametz, le fameux vendredi après-midi cette année, peut-être qu'on va garder en mémoire cette possibilité-là de brûler le Hametz jusqu'à la dernière minute, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée de la fête. Or, pour les années qui vont suivre, celui qui retient cette idée et qui brûle son Hametz jusqu'à l'entrée de la fête transgressera une loi. C'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de posséder et de consommer du Hametz depuis l'après-midi veille de Pessah. Parce qu'à ce moment-là, le Korban Pessah était préparé. Et quand le Korban Pessah était préparé, on ne pouvait plus avoir, posséder et consommer du Hametz. Chachamim, ils ont mis une petite marge un peu en arrière. Donc, depuis la fin de la matinée, déjà, on arrête d'en consommer et d'en posséder. Mais Minatora, toute l'après-midi, c'est déjà interdit. Donc, pour ne pas être amené à confondre, pour ne pas être amené à faire cette erreur dans les années qui vont suivre, où le Pessah tombera en pleine semaine. Dans ces années-là où on sera obligé réellement de brûler notre Hametz le matin. La halakha nous conseille d'agir de la même manière cette année aussi, c'est-à-dire de brûler notre Hametz ce fameux vendredi 26 mars avant l'horaire de 11h13. 11h13, c'est la date limite au-delà de laquelle on ne peut plus brûler le Hametz et le détruire le Shabbat matin. Mais puisque le Shabbat matin, nous ne pouvons pas brûler notre Hametz, on va le brûler vendredi. Mais en respectant le même horaire indiqué dans les calendriers pour le lendemain, pour le jour du Shabbat. C'est une question d'éducation finalement, puisque on a besoin de s'éduquer, on a besoin de s'habituer,
et on a besoin de retenir les informations et de ne pas confondre et de ne pas faire des erreurs par la suite, parce que faire cette erreur dans les années à venir où le Pessah tombera en pleine semaine serait fatal, puisqu'on transgresserait de cette manière-là l'interdit d'en posséder après l'horaire indiqué. 11h13, c'est l'horaire maximal pour brûler son hametz vendredi. J'ai brûlé mon hametz, j'ai fait la mitzvah. Est-ce que j'ai le droit d'en consommer par la suite? Est-ce que j'ai le droit de manger du hametz après avoir brûlé le hametz? Normalement, un pessar qui tombe en pleine semaine, une fois qu'on a brûlé le hametz, on n'a déjà plus le droit de le manger depuis une bonne heure. On n'a plus le droit donc de le posséder ni de le manger. Mais cette année, le pessar ne tombe pas le vendredi soir, le pessar tombe samedi soir. Est-ce qu'on a le droit donc de consommer du hametz après l'avoir brûlé? On vient de dire que pour s'éduquer à bien faire, on va le brûler avant 11h13, le jour du vendredi. Mais est-ce qu'on a le droit de le consommer encore après? Est-ce qu'on a le droit d'en posséder? Bizarrement et paradoxalement, oui, on peut encore en posséder et on peut encore en manger. Pourquoi? Puisque vendredi, nous sommes à peine le 13 Nissan. Or, le, euh, le lendemain, la fête de Pessah, débute à la date du 15 Nissan. Donc Pessah n'a pas encore démarré. Donc on peut très bien encore en posséder. On peut très bien encore en manger. On a simplement pris le soin de le brûler pour respecter cette habitude-là, de le brûler au petit matin, veille de fête. Mais on peut encore en posséder. On peut encore en manger. Et puisqu'on peut en posséder et on peut encore en manger, alors on pourra également respecter éventuellement la mitzvah de consommer du moti pendant Shabbat avec du pain. Ça semble malheureusement compliqué, même si c'est permis, puisque manger du pain pendant Shabbat, après avoir cuisiné dans je ne sais quoi, dans je ne sais quelle casserole, du hametz, de Pessah, et on mange dans quelle vaisselle? 190 balles. Okay. Est-ce qu'elle est sur la plaque? Et est-ce qu'on n'a pas la crainte de voir des miettes éparpillées à la maison? C'est sans doute la question que tout le monde se pose ce soir. C'est la question que beaucoup d'autres se sont posées également avant. On a le droit de consommer, de posséder vendredi après-midi et encore jusqu'au Shabbat matin. Mais est-ce qu'on va réellement le faire? Est-ce qu'on va réellement garder du hametz à la maison, garder quelques bouts de pain ou peut-être quelques pitotes moti pour respecter la mitzvah du Lecha Mishneh vendredi soir? Et Shabbat matin, on fait quoi finalement? Shabbat matin, je vais vous donner les horaires du calendrier. Vous verrez que pour manger du pain au repas de midi, c'est impossible. Comment faire? Je passe au troisième volet. Je pense Pour qu'il y a quelqu'un respecter la qui l'a mitzvah de manger du pain pendant Shabbat, la mitzvah de dire le Birkat Amazon à l'issue de notre repas, comment combiner ces différentes mitzvot, qui sont-elles? La première, j'évoque les problèmes. L'interdit de manger de la matzah la veille de Pessah. La deuxième, le devoir de manger du pain pour le repas du Shabbat. Ouais, mieux vaut couper vos micros à botaille parce qu'on vous entend derrière. Ça a l'air très très agréable, mais ça met des interférences. Hazak Toda Rabba, merci. Donc, je reprends, je passais au troisième volet, et là, c'est le sujet critique de ce soir, puisque c'est toute la problématique du Pessar qui tombe le samedi soir. Comment faire pour organiser ces repas de Shabbat en voulant respecter les différents éléments que je vais exposer de suite? Le premier élément, le devoir de manger du pain, deux pains entiers par repas au moment du moti au moins. Le deuxième élément, l'interdit de consommer ce fameux pain le lendemain au-delà de l'horaire que je vais vous indiquer. Donc, c'est compliqué de manger du pain pendant les repas de midi. Le troisième élément, je ne peux pas manger du pain, mais alors je vais manger de la matzah. Mais la matzah, je n'ai pas le droit de la manger la veille de Pessah. OK. Quatrième élément, si je fais le choix de manger peut-être une matzah qui a été préparée au vin, au jus de fruits, bref, une matzah, pas tout à fait matzah pour Pessah, pour le Seder de Pessah, est-ce que je pourrais dire moti dessus? A priori, non, c'est sucré. On devra dire mésonote. Que peut-on faire et comment peut-on s'organiser pour respecter convenablement toutes les idées que la halakha nous exige, que ce soit vis-à-vis du pain et les horaires, de limites de consommation, ou encore que ce soit
vis-à-vis de la matzah et de l'interdiction d'en consommer la veille de Pessah. Alors, je vous propose comme ça. Avant de passer aux suggestions que la halakha évoque, je vous propose dans un premier temps de répondre à ces différentes questions que je viens d'évoquer. Répondre et donner quelques précisions. Pendant Shabbat, tous les Shabbats de l'année, pendant les fêtes, pendant Pessah également, nous avons un devoir de dire la bracha de Hamotzi lechem min haaretz sur 2 pains, 2 matzot pendant la fête, et à l'issue du repas, on devra dire le Birkat Hamazon. Très bien. Ce devoir, il concerne tous les pains qui ne sont pas sucrés. Il concerne également les préparations comme de la pita qui ne sont pas sucrées. Je précise parce que vous avez aujourd'hui dans les commerces de la pita dite mésonote et de la pita dite motzi. La différence est formelle. Dans l'une, le goût est sucré et prononcé pour les sfaradim, c'est mésonote. Dans l'autre, le goût est plutôt neutre et la bracha sera donc motzi. Je peux donc, toute l'année, si je le souhaite, prendre 2 pitotes motzi, faire motzi dessus. Je peux prendre même 2 baguettes. Après, c'est peut-être pas très très noble pour un repas de Shabbat, mais ce n'est pas interdit. Deuxième détail, je n'ai pas le droit de consommer de la matzah la veille de Pessah. Je n'ai pas le droit carrément, selon beaucoup de traditions, ça relève du minhag, je précise, d'en consommer depuis le début du mois de Nissan, c'est-à-dire depuis le samedi soir qui vient, là, dans quelques jours. Il a mis un fond, mais je n'ai pas le droit d'en consommer pour arriver à la soirée de Pessah avec le plaisir de manger de la matzah, de la mitzvah, avec le maror, qui est un peu amer, ce n'est pas pour le plaisir, mais disons pour le plaisir de réaliser la mitzvah. Je n'ai donc pas le droit de manger de la matzah la veille et l'avant-veille et 3 jours avant. Qu'est-ce que dit la halakha à propos de cette interdiction? La tradition, chez certains, impose donc une restriction de ne pas consommer de matzah depuis le début du mois de Nissan, je le disais. Mais d'après la stricte halakha, l'interdit de consommer de la matzah la veille de Pessah, c'est la veille au matin. C'est la veille au matin, c'est-à-dire cette année, depuis le Shabbat matin jusqu'au Shabbat soir. Tous ceux qui ont l'habitude de ne pas en consommer avant et qui ont ce minhag de génération en génération doivent le respecter certainement. Il faut qu'ils sachent que ça relève de l'habitude. Ça ne relève pas de l'exigence halachique. Je le précise et vous verrez par la suite pourquoi c'est important de le préciser. Pourquoi je n'ai pas le droit de consommer la matzah la veille de Pessah, en fait? Parce qu'il faut bien faire la distinction entre la matzah du plaisir, les calculs, c'est ça. Voilà, etc., et la matzah de l'obligation. Et le soir, je suis obligé de manger de la matzah. Et donc, on me dit, fais quand même attention parce que si tu manges la matzah la veille ce soir, tu ne vas pas spécialement remarquer la différence entre le plaisir et l'obligation. Très bien. Ce qui veut dire que l'interdit de consommer la matzah la veille, c'est uniquement une matzah avec laquelle je peux faire la mitzvah du Seder de Pessah. Vous me suivez? C'est-à-dire une matzah shmura à la main, vous savez, la belle matzah faite à la main. C'est une matzah que je ne pourrais pas consommer la veille parce que je dois faire la mitzvah le soir dessus. Et donc, désolé, je vais couper les micros. Je vous permets de réactiver si vous avez une question, comme ça vous pouvez réactiver de vous-même. Donc la matzah du soir, c'est la fameuse matzah shmura, la belle matzah faite à la main et tout. Celle-là, je ne peux pas la manger la veille parce qu'il faut bien faire la distinction entre la veille et le soir. Très bien. On a apporté donc un détail sur cette habitude et cette interdiction de consommer la matzah la veille. Une fois que j'ai pu éclaircir rapidement le devoir du lechem mishné des 2 pains de Shabbat, j'ai pu également éclaircir avec vous l'interdiction de consommer de la matzah la veille de Pessah au matin. J'en tire de là les conclusions que je vais vous apporter. Et c'est grâce à ces conclusions que je peux vous proposer 2 solutions. 2 solutions, 2 alternatives pour
vos menus du Shabbat qui vont précéder la fête de Pessah cette année, Pessah 5781. La première solution, et je vous donnerai ensuite les avantages et les inconvénients. Première solution, c'est de cuisiner tous ces plats de Shabbat, le plat du vendredi soir, le plat du Shabbat midi, avec des ingrédients qui ne sont pas Hametz. Vous pouvez les cuisiner dans vos casseroles Hametz sans aucun problème. Et vendredi matin, avant de détruire le Hametz, vous allez certainement vouloir ranger vos vaisselles Hametz. Ce que vous allez faire, vous allez transvaser vos plats dans des plateaux jetables. Alors, c'est vrai qu'il y a des plats à mijoter sur la plaque, comme la DAF et autres, sur une barquette en alu. Je ne sais pas si ça va faire l'affaire, mais on peut peut-être s'organiser pour modifier les menus, au moins pour un Shabbat, pour ceux qui sont tellement attachés aux habitudes. On transvasera donc son plat de la casserole, Hametz, vers un plat jetable. On le posera sur la plaque. On aura donc pu ranger nos vaisselles Hametz. À table, on fait quoi? On mange dans quoi le repas? On prend soin d'acheter du jetable, du beau, du pas beau, bref, chacun avec ses goûts. En tout cas, on achètera du jetable, on ne placera pas les vaisselles Hametz à table. On consommera le repas qui a été préparé dans les vaisselles Hametz, mais transvasé dans de l'aluminium. On le consommera dans nos belles vaisselles jetables. Et pour cette première option, on pourra consommer du pain le vendredi soir, en faisant attention à ne pas éparpiller les miettes. Et s'il y a un risque d'éparpiller les miettes parce qu'il y a des enfants, on fera le choix de manger de la pita motzi. Pourquoi la pita et pas du pain? Parce que paraît-il, c'est à vous d'en faire le choix, paraît-il, comme ça on dit, moi je ne suis pas complètement convaincu, que la pita fait moins de miettes. Alors peut-être que certaines oui, d'autres non, peu importe. Vous avez donc la possibilité, dans cette première option, de préparer, je réitère ce que j'ai dit, vos repas de Shabbat dans des casseroles Hametz. Une fois que c'est cuit, vous transvasez vers des barquettes jetables et vous lavez vos vaisselles et vous les rangez. Et à table, vous servez le plat dans des assiettes jetables. Vous pouvez manger donc du pain à table, prenant soin de ne pas faire de miettes. Vous avez des vaisselles jetables de toute façon, donc il n'y a pas de risque que le Hametz touche une vaisselle de Pessah ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est déjà rangé. Et la vaisselle de Pessah, pas encore sortie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Pourquoi j'ai parlé de transvaser? Il faut que je précise pourquoi je vous parle de transvaser. Parce que si vous ne transvasez pas, qu'est-ce que vous allez faire avec vos casseroles qui sont sales pendant Shabbat? Vous allez me dire, mais on peut les laver. Mais si vous les lavez, vous préparez la casserole pour un lendemain de Shabbat. C'est un problème d'achana. On n'a pas le droit de réaliser un travail qui n'est pas utile pour le jour du Shabbat. Alors, on peut toujours dire, oui, je préfère, ma vaisselle, elle est propre, ma cuisine, elle sera propre, etc. Oui, ce sont des raisonnements qui peuvent tenir la route. Mais si on a une solution bien meilleure et plus lisse en matière d'halakha, on propose. Voilà pourquoi je vous ai proposé, pour le vendredi soir, j'ai bien précisé, cette première possibilité, qui est donc d'accompagner son repas neutre, sans hametz, servi dans un assiette jetable, de l'accompagner avec du pain en étant vigilant. Je passe au lendemain matin, pour ne pas dire midi, parce que c'est compliqué de dire le lendemain midi, sinon mon raisonnement ne tient pas la route. Le lendemain, on passe au deuxième repas de Shabbat. On a donc besoin de savoir est-ce qu'on peut consommer du pain et si oui, jusqu'à quand. L'horaire indiqué en région parisienne, d'après le calendrier calculé par le Rav Posen, est à 9h59. Alors, on va dire, Youssef, vous avez 25 minutes de plus. À 9h59, d'après ce calendrier, nous n'avons plus le droit de consommer du hametz. Nous sommes le Shabbat matin. Shabbat matin, le 27 mars, je dois organiser mon deuxième repas de Shabbat, mais je fais quoi? Alors, ok, j'ai préparé mes plats, ils sont transvasés dans du jetable, etc. Je peux les servir à table dans du jetable, comme la veille, mais comment je fais pour manger du pain avant 10h du matin? C'est assez compliqué, vous allez me dire. Il faut d'abord prier assez tôt, bien sûr, parce qu'il faut manger le repas après la prière du matin. Ça impose finalement d'organiser un office entre 7h et 9h.
de telle sorte à ce que les fidèles puissent entrer à la maison et manger convenablement un repas avec du pain avant 9h59, c'est assez compliqué. C'est une chose qui peut se faire et beaucoup de communautés le proposent puisque ça permet d'une certaine manière de consommer du pain jusqu'à l'horaire limite. Mais pourquoi c'est tellement tôt? Pourquoi 9h59? Vous savez, le Pessah actuel, qui tombe le samedi soir, n'est pas tombé depuis 13 ans. Très souvent, je ne peux pas dire la plupart des années, parce que je n'ai pas tout le calendrier en tête. En tout cas, j'ai regardé pour l'année 2008, donc il y a 13 ans. Le Pessah était tombé à la mi-avril. Et ce qui arrive très très souvent, c'est que Pessah tombe début avril, mi-avril. Mais très rarement à la fin du mois de mars. Nous sommes donc à la fin du mois de mars. Nous n'avons pas encore changé l'horaire. Ça va être un second problème également à aborder. Et puisque nous n'avons pas encore changé l'horaire de l'horaire d'hiver à l'horaire d'été, forcément, l'horaire limite du Hametz est beaucoup plus tôt qu'un Pessah classique et standard. Et beaucoup plus tôt également que le Pessah que vous avez pu célébrer dans ces conditions il y a 13 ans. Parce qu'il y a 13 ans, il était dans la mi-avril, dans ses alentours. Donc 9h59, c'est relativement tôt pour pouvoir organiser un repas avant cette heure-ci. Ceux qui sont en mesure de s'organiser pour pouvoir prier, terminer la prière de Shabbat matin, ça dure 1h30 à 2h, et rentrer à la maison pour consommer le plat dans des assiettes jetables, comme la veille au soir, mais avec du pain en étant vigilant, Tavo alehem beracha, qu'ils soient bénis et comblés. Ils doivent savoir en revanche que, à l'issue du repas, les petites miettes qu'il leur restera, ils les jetteront dans les toilettes. Alors, pour mille et une raisons, il faut que ce soit des petites miettes de pain. D'abord, al pi halacha, on ne peut pas détruire ce qui est plus grand qu'un kazaït. Donc, s'il reste des vrais miches, il faut les éparpiller, les émietter. Et à part ça, même pour vos canalisations, je pense que c'est beaucoup mieux de balancer des miettes plutôt que des morceaux. Cette première proposition a permis finalement à ceux qui l'ont souhaité de consommer du Hametz véritable le vendredi soir et le Shabbat matin. Qu'est-ce qui va se passer pour la Séouda Shélishit? La Séouda Shélishit, on va devoir la consommer. On va devoir la manger avant un horaire limite également. Pourquoi? Puisque le soir, c'est la fête. Et la fête de Pessah, c'est une fête dans laquelle on va devoir consommer de la matzah, du maror, du karpas. Il y a beaucoup de choses à manger. Il va falloir arriver le soir de Pessah en étant un peu affamé. On ne peut pas donc organiser une Séouda chez les chiites trop tardivement. À partir de quand je n'ai plus le droit de consommer et de manger un repas véritable le Shabbat après-midi? À partir de 16h05. Il faut donc que ma Séouda chez les chiites soit organisée avant 16h05 le Shabbat après-midi. Mais sur quoi? Qu'est-ce que je peux manger? Je ne peux pas manger de pain, parce que l'horaire limite est déjà dépassé. Je ne peux pas manger de la matzah, puisque nous sommes la veille de Pessah. Qu'est-ce que je mange? Je peux consommer de la matzah ashira, c'est de la matzah au vin ou aux fruits, mais je dirais mezonot et à la michia uniquement. Et c'est vrai que pour la Sérouda chez les chiites, ça peut faire partie des avis qui considèrent que on a réalisé la mitzvah, le devoir de la Sérouda, avec ce qui est mezonot et ce qui est donc de facto à la michia en fin de consommation. On a donc abordé cette première possibilité, cette première hypothèse, cette première proposition. Vous en avez aperçu les avantages et vous en avez aperçu également les inconvénients. Les avantages sont simples, c'est que vous avez consommé du pain et vous avez pu faire motzi, lehem, mishné sur 2 pains le vendredi soir, sur 2 pains le Shabbat matin après l'office. Les inconvénients, c'est que ça vous demande d'abord d'être très très vigilant. Il ne faut pas qu'il y ait de miettes qui s'éparpillent dans la maison. Il faut manger dans un coin de la table. Ça, c'est... Et puis, ça demande de transvaser les plats dans du jetable, etc. Mais bon, ce n'est pas très, très grave. Et aussi, parmi les inconvénients, figure le fait de devoir prier le Shabbat matin relativement tôt, de se réunir pour Shacharit, Kriyat Torah et Moussaf, afin de rentrer chez soi avant l'horaire limite, en se donnant donc aussi la possibilité de manger, de s'asseoir, de faire moitié, etc. C'est aussi donc un inconvénient.
Vous avez donc les bons aspects, les aspects plus mauvais, plus difficiles. On peut donc passer à présent à la deuxième proposition, la deuxième option. Je tenais vraiment à vous exposer cette première proposition et sans émettre encore un avis personnel sur la proposition, mais vraiment pour que chacun et chacune ici se fasse une idée de ce que ça pourrait donner, de s'organiser comme ça, que chacun et chacune se fasse également une idée des avantages à en tirer et des inconvénients. Une fois que l'idée s'éclaircit, une fois que vous avez intégré donc cette première proposition, je peux me permettre de passer à la seconde. Je prends le soin à présent de détailler cette deuxième option. La deuxième option, je vous la propose avec beaucoup de pincettes. Je vais faire extrêmement attention parce que ça peut peut-être surprendre certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous. Peut-être que vous avez eu l'occasion de la consulter dans des sfarim, ou peut-être que vous avez déjà entendu des shiurim à ce sujet. Pour faire au mieux, je commencerai déjà par vous dire que dans cette seconde hypothèse, seconde proposition, vous n'aurez pas du tout affaire au Hametz. Le Hametz, vous l'aurez détruit à la maison, comme on l'a dit au départ, avant 11h13, le Shabbat. Avant 11h13, vous l'aurez détruit. Vous aurez rangé vos vaisselles de Hametz. Vous aurez rangé vos assiettes, vos verres, bref, tout ce que vous utilisez l'année, vos casseroles. Tout ça a été rangé. Il n'y a plus de Hametz à la maison. Il n'y a plus de vaisselle Hametz qui soit disponible. Comment je prépare mon Shabbat? Dans quelle vaisselle je prépare mon Shabbat? Qu'est-ce que je mange pendant Shabbat? Alors, bon, je ne vais pas vous donner des conseils en cuisine, mais qu'est-ce que je mange en matière de pain ou de motzi, puisque c'est ça notre problématique essentielle du Shabbat. Comment donc m'organiser pour cette seconde proposition? Seconde proposition, si tout le monde est prêt, je me lance. C'est de préparer tous ces repas de Shabbat dans des casseroles de Pessah. Avec, bien évidemment, des composants, des ingrédients qui soient kashar les Pessah, de toute évidence. Je vais consommer donc pendant Shabbat des repas kashar les Pessah, la méadrine. Et comment je fais pour consommer de ce lechem mishné, ce fameux pain double que je dois manger à chaque repas pour m'acquitter du devoir que j'ai vis-à-vis du Shabbat? Souvenez-vous, avant d'évoquer la première proposition, je vous ai précisé que l'interdit de consommer de la matzah la veille de Pessah démarre le matin veille de Pessah, donc Shabbat matin. Souvenez-vous aussi, je l'ai précisé, que la raison de cette interdiction est liée au fait que le soir de Pessah, on doit ressentir la découverte de la matzah et on doit donc distinguer l'obligation d'en consommer du plaisir que l'on a pu en tirer en mangeant de cette matzah-là avant la fête. Pour bien distinguer, on n'en mange pas la veille. Ceci étant dit, toute l'interdiction ne peut concerner que de la matzah avec laquelle j'aurais pu m'acquitter le soir du Seder. Alors je vous propose de manger pour le premier repas du vendredi soir, pour le repas de Shabbat midi pour le coup, pour le repas du Shabbat après-midi avant 16h aussi. Non pas du pain, non pas de la matzah faite main, non pas de la matzah carrée ou machine, mais de la matzah un petit peu particulière. Laquelle? On tient bien et on suit le raisonnement. Ça demande un peu de technique, mais c'est un Shabbat dans l'année et vous allez certainement en avoir des avantages, même s'il y aura des inconvénients. La matzah que vous allez réserver pour le Shabbat est une matzah que vous n'aurez pas pu réserver pour le soir du Seder. Vous n'aurez pas pu faire la mitzvah du Seder avec. Vous n'aurez pas pu le faire. Pourquoi? Ce que je vous propose, soit de prendre de la matzah carrée, les matzot, je dis bien carré, vous allez comprendre pourquoi. Matzot achetées, machine ou main, et vous la faites frire dans de l'huile, légèrement. Comme vous faites du pain perdu, vous faites frire dans un fond d'huile à la poêle, et vous la réservez. Vous en faites 2 comme ça par repas. Soit, dans le plat de Shabbat, quel que soit le plat, un plat où il y a un peu de sauce, quand c'est bien chaud, vous posez vos matzot successivement dessus, et une fois que c'est refroidi, ces matzot ont été un peu imbibés du liquide du plat,
vous les sortez et vous les réservez. Je dis bien une fois que c'est refroidi, parce qu'il va falloir les sortir de là en étant entières. Si vous sortez des miches, des miettes, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Qu'est-ce que vous avez fait là finalement? Vous avez pris une matzah et vous l'avez transformée. Vous l'avez pour la première frite, pour la deuxième, un petit peu cuit, imbibé du bouillon, imbibé du liquide, bref, de la sauce de votre plat. Cette matzah-là est une matzah qui est moti. C'est une matzah qui est moti, mais pourquoi? Je suis séfarade, je ne fais pas moti sur de la matzah, d'après la plupart des décisionnaires séfarades, avant Pessah. Alors, dans notre configuration, oui, je pourrais quand bien même dire moti dessus. Je suis dans une phase où le pain n'est pas à ma disponibilité. Je suis dans une phase où je n'ai pas le choix que de manger ça pour réaliser ma mitzvah. Cette matzah devient mon pain. Je vous en donne la preuve dans la petite parenthèse, c'est que lorsque le Pessah finit un vendredi soir et qu'il y a un Shabbat qui suit, on n'a pas le choix que de continuer à manger de la matzah un jour de plus et on dit quand même moti dessus. Ah, mais c'est plus Pessah. Oui, mais j'ai pas de pain, j'ai que de la matzah. C'est le même raisonnement que je vais avoir pour ma proposition actuelle, celle que le Rav Ovadia Yosef détaille dans ses écrits depuis d'ailleurs quelques dizaines d'années qu'il l'a dit, c'est de prendre de la matzah, de la transformer avec de la friture. Transformer, je parle au niveau du goût, parce que l'apparence sera la même, ou bien de la transformer en la déposant dans un plat chaud pour qu'elle puisse être imbibée légèrement du liquide et en la ressortant de là-bas une fois que le plat a été refroidi, de telle sorte à pouvoir la garder entière. J'ai donc réservé 2 matzot entières, un peu transformées pour mon repas de vendredi soir, pour mon repas de Shabbat midi et pour mon repas de Shabbat après-midi. Je peux dire la bracha d'Amotzi Lechem min haaretz dessus. Je peux également dire le Birkat Amazon à l'issue du repas parce que j'aurai certainement consommé 27 grammes. Je peux donc aussi, pour vous en donner les avantages, prier la prière du Shabbat à un horaire convenable, même habituel, pour rentrer à la maison aux horaires habituels d'un Shabbat et pour consommer le repas du Shabbat dans les alentours de midi ou plus, bref, comme vous avez l'habitude de le faire en règle générale. Je ne suis plus contraint par le temps, l'imitation de Chametz, etc., parce que j'ai plus de Chametz. J'ai tout rangé, j'ai des plats presque de Pessar, j'ai même pas de pain, j'ai de la matzah qui est un peu transformée, etc. Je peux donc m'organiser pour maintenir mes horaires habituels du Shabbat. Et je ferai la même chose pour le Shabbat après-midi, toujours avant 16h05, parce que je ne peux pas manger trop tardivement. Dans cette seconde proposition, je me dois aussi de vous dire quels en sont les avantages et les inconvénients. Les avantages, je viens de les évoquer, c'est le fait de se débarrasser du Hametz complètement bien avant Pessah, de ne plus avoir la crainte de disperser des miettes, les enfants, les adultes, etc. On dit les enfants, mais c'est les adultes aussi, il faut dire la vérité. Et je gagne aussi le fait de pouvoir manger à des horaires beaucoup plus convenables, pas besoin de se lever trop tôt, pas besoin de décaler la prière. Bref, ça, ce sont également des avantages. Les inconvénients sont aussi dans technique, parce qu'il va falloir quand même réussir à l'imbiber ou à la frire et qu'elle reste entière en la sortant une fois froide pour ne pas qu'elle s'émiette. C'est un inconvénient. Un autre inconvénient, c'est le fait de casser un petit peu les codes, parce qu'on est régi par des codes, on ne mange pas de matzah jusqu'au soir de Pessah, etc. On oublie que l'interdiction, c'est la veille de Pessah, et pas plus. On oublie aussi que l'interdiction, c'est sur de la matzah, qui peut être réservée pour le seder et pas sur d'autres matzot. La preuve, c'est que je peux manger des matzot à l'orange la veille de Pessah. Donc, ça peut déranger, ça peut être un inconvénient chez certains. J'en ai jamais mangé la veille de Pessah, c'est ce que je comprends complètement, donc je le nomme en tant qu'inconvénient. Et qu'est-ce qu'on pourra avoir d'autre comme inconvénient toujours à propos de cela? C'est le fait de manger une matzah un peu transformée, peut-être au niveau du goût, ce ne sera pas terrible, parce que c'est ni du pain, ni de la matzah. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut la manger la veille de Pessah. Voici donc les 2 propositions
que j'ai à vous faire ce soir pour le menu conseillé ou suggéré pour le Shabbat qui précède la fête de Pessah. Une fois que je vous ai donné ces deux directives, ces deux propositions, je vais également profiter de l'occasion pour vous donner mon avis personnel. Si on me pose la question clairement, et vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites la première, la seconde? Habituellement, et pour les autres Pessahs que j'ai pu célébrer en ces conditions, j'ai toujours consommé le pain le vendredi soir en étant vigilant. Alors, parfois, c'était dans un coin de la table, ou parfois dans une autre pièce. Bon, je crois que c'est un classique chez beaucoup de familles. Et également le Shabbat matin, en priant tôt et en mangeant tôt. Ça, c'est ce que j'ai pu faire dans le passé. Je précise aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que les horaires de limite de Hametz étaient relativement plus tard. Ce n'est pas pour vous dire que Pessah n'est jamais tombé au mois de mars. Ça a dû tomber, bien sûr, mais ça fait très longtemps. Donc ça, c'est ce que j'ai pu faire dans le passé. Aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment. Je dois prendre en considération d'autres éléments. Lesquels? Je dois prendre en considération aussi le fait que l'horaire limite du Hametz est beaucoup plus tôt, je viens de vous le dire. Je dois prendre également en considération la prière communautaire qui doit être organisée dans les meilleures conditions pour que le Kahal, l'assemblée, puisse prier dans les meilleures conditions, venir à des horaires confortables. Je dois prendre aussi en considération un élément qui est tout aussi important, c'est que le minhag et la halacha se rejoignent parfois, mais en ce qui concerne la matzah, ce n'est pas toujours le cas. En ce qui concerne la restriction d'en consommer la veille, ce n'est pas le cas. C'est un élément que je dois prendre à présent en considération. En prenant ces différents éléments donc en considération, je fais le choix, et je ferai le choix cette année, de m'écarter complètement du Hametz depuis la veille de Pessah. Je le vérifierai jeudi soir à partir de 19h50, après la prière d'Arvit. Je le détruirai le lendemain avant l'horaire de 11h13. Et je dirai donc l'annulation, deuxième annulation, le Shabbat matin. Et tout au long du Shabbat, je consommerai des plats préparés dans des ustensiles de Pessah, sans aucun composant Hametz, bien évidemment, avec de la matzah qui a été frite ou trempée dans un liquide. Alors, à l'avant, je ne pourrais pas vous dire si ce sera frit ou cuit, mais peu importe, ce sera l'une ou l'autre. Peut-être que pour varier les plaisirs, on fera le vendredi soir frire et pour le Shabbat midi tremper dans le plat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça me permettra de prier plus confortablement le Shabbat matin. Ça me permettra de ne pas être angoissé par le Hametz qui risque de se disperser. Et ça me permettra aussi de manger à des horaires beaucoup plus convenables. Ceux qui désirent à présent maintenir leurs habitudes peut-être, ceux qui désirent à présent consommer malgré tout du Hametz, que ce soit le vendredi soir ou le Shabbat matin, devront prendre en considération tous les aspects halachiques que j'ai évoqués, à savoir prendre le pain ou la pita pour ne pas émietter, manger dans un coin, le Shabbat matin, prier plus tôt pour manger plus tôt et terminer avant l'horaire de 9h59. Et tout cela, ça demande aussi donc de l'organisation. Ceux qui souhaiteraient organiser un office plus tôt le Shabbat matin à la synagogue pourront également le faire dans la mesure où tous les éléments nécessaires à l'organisation d'un office sont respectés. Ça permettra donc à ceux qui en ont fait le choix de suivre cette première proposition, cette première option. Pour le reste des fidèles, pour toute personne qui m'écoute ce soir, vous aurez la possibilité de me suivre, vous aurez la possibilité de faire cette seconde option qui s'avère peut-être un petit peu difficile sur le plan technique et vous aurez aussi donc la possibilité
de vous réunir dans les synagogues, en tout cas à la synagogue chez nous, aux horaires habituels du Shabbat matin. Ceux qui nous écoutent ce soir et qui côtoient donc d'autres communautés de la région parisienne ou d'ailleurs, je vous invite à consulter le Rav de votre communauté. Je vous invite à consulter surtout les horaires des offices de votre communauté et les conseils qui vous seront donnés pour suivre le Tzibour, suivre l'assemblée, suivre le Kahal, puisque c'est extrêmement important, de suivre le collectif lorsqu'on est un individu qui fréquente une synagogue. On l'a dit à plusieurs occasions et c'est toujours bon de le rappeler, le collectif existe grâce à l'individu, mais l'individu existe grâce également au collectif, grâce au Tzibour. Donc, on veille également à cela, que ce soit au niveau de la halakha, que ce soit au niveau de l'éthique, au niveau également de la fréquentation. C'est ce qui me pousse donc à vous dire de vous rapprocher de votre synagogue, vous rapprocher du Rav de la synagogue pour en connaître les détails s'ils sont un petit peu différents de ceux que j'ai pu évoquer ce soir. J'en fais une synthèse avant de conclure et si vous souhaitez un temps de parole pour finir, avec grand plaisir, je prendrai le temps nécessaire pour répondre aux questions si besoin. Pour en faire une synthèse rapide, vous rappelez les horaires aussi, que j'écrirai par la suite, bien évidemment. C'est toujours bon d'en faire une synthèse à la fin d'un échange. Dikat Hametz aura lieu jeudi soir à l'entrée du 13 Nissan, donc 25 mars, à partir de 19h50. On annule une première fois le Hametz le jeudi soir. Le vendredi matin, pour garder les bonnes habitudes, on détruit son Hametz avant l'horaire de 11h13. On fait le choix de s'en débarrasser complètement pour une option et de manger des plats Pessah avec de la matzah trempée aux frites. On fait le choix de garder malgré tout du Hametz pour le repas du soir et du Shabbat matin. On respecte dans ce cas l'horaire de limitation de consommation qui est donc de 9h59 le Shabbat matin. On le détruit par la suite dans les toilettes avant 11h13 en l'émiettant légèrement. Autre horaire également rappelé, c'est Seuda Shlishit avant l'horaire de 16h05 pour pouvoir terminer le Shabbat en étant un petit peu affamé et pour pouvoir entrer dans le soir du Seder, qui est le soir de la première fête de Pessah, avec l'appétit pour consommer la matzah, 4 coupes de vin, le maror, le karpas également, que j'aurais dû évoquer au début, avec appétit. Voilà pour notre première session d'études, Be'ezrat Hashem. Pour la deuxième, on parlera des produits composés à base de hametz essentiellement ou légèrement, ce qui m'est imposé en matière d'halakha et ce qui m'est interdit, ce qui relève du minhag, de l'habitude, ou de l'halakha, de l'obligation. Pour la troisième phase, je vous le présente ce soir, ce sera toujours bon de le rappeler dans la seconde phase. Pour la troisième phase, je parlerai Be'ezrat Hashem de la soirée du Seder, des quantités à respecter, de la façon de consommer et surtout de la façon de raconter la sortie d'Égypte, Be'ezrat Hashem. Si certains ou certains d'entre vous souhaiteraient éventuellement intervenir, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Si c'est par écrit aussi, si tout a été clair, vous pouvez le dire aussi, c'est toujours plaisant de l'entendre. Rav, je reviens vers vous, si je peux, Bien pour sûr, bien Mincha sûr. de Shabbat. Oui. On n'est pas obligé de manger on n'est pas obligé de faire motzi pour le Shabbat, de Mincha, si, à Shabbat. Le Shabbat après-midi, Seuda normalement, Shlishit. on doit manger du pain. On doit, mais Alors, on n'est c'est un peu pas difficile, oui, je ne vous inobligé. cache pas que c'est un peu difficile parce qu'on est après un repas souvent chargé du midi et puis c'est un peu difficile de manger du pain. Il y a d'autres options, je disais, c'est le mésonote, c'est le fruit, mais initialement, D'accord. on a un devoir de manger du pain, oui. D'accord. Rav Germont, j'avais une petite question à vous poser, s'il Oui. vous plaît. Et moi, je laisse passer tout le monde. Je vous écoute, allez-y. Merci. Concernant, si je suis dans la première option concernant donc le Hametz, j'ai bien compris qu'il fallait émietter donc les pitotes sur lesquelles on va faire le motzi.
Très bien. Comment on se débarrasse des plats en aluminium et de tout ce qui est jetable, puisque je passe directement du Shabbat au Yom Tov? Excellente question. Ce que vous avez comme plat jetable dans lesquels vous avez mis votre repas ne contient pas de hametz si tout va bien. Si tout va bien, je dis pourquoi. Puisque le hametz que vous allez consommer, on l'a dit tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas assez détaillé, vous faites très très bien de relever cette remarque. C'est un bout de pain que vous allez manger à côté de votre repas. Il n'est pas question de laisser du pain dans les assiettes, du pain dans les plats. Le plat, on le sert dans l'assiette, on mange, et puis on mange son petit bout de kazaït de pain si on suit cette première option. Donc après, à l'issue du repas, vous pouvez prendre le jetable et le jeter à la poubelle, même si c'est la poubelle de la maison, parce qu'on n'est pas censé avoir du hametz dessus. Si toutefois, il s'avère que vous avez laissé des petites miettes à l'intérieur, n'ayez pas d'inquiétude. Vous passez sous le robinet à la fin du repas et vous mettez un coup d'eau et vous laissez glisser dans l'évier. C'est comme dans les toilettes, ces miettes de pain donc, disparaîtront et ce sera considéré comme une destruction. Merci. Une question. Oui, J'ai une question. je vous écoute, dites-moi. Bonsoir, Rebecca. Bonsoir. Alors, moi, j'ai pour habitude, dans ma famille, on cuisine kasher les pessars, on mange kasher les pessars. Et le motzi, ben, c'est les pitotes. Est-ce qu'on a le droit cette année? Oui, alors c'est la première option, c'est ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire que… Non, parce que vous avez dit, avant 9h59, on doit finir de manger samedi matin, Ouais. mais qu'il fallait transvaser des marmites du hall, donc de l'année, sur une barquette aluminium qu'on va mettre à part. Mais moi, c'est pas ça que j'ai l'habitude de faire. Moi, toutes mes marmites, toute ma cuisine, elle est déjà cachère l'épaisseur. C'est-à-dire même les D'accord. plats. Très bien. Vous voulez cuisiner votre repas dans du cachar l'épaissard? Oui, c'est ça. Mais vous pouvez faire, vous savez, c'est quoi le risque? Le risque, c'est que vous avez du pain à votre table, parce que vous allez suivre l'option du pain. Et si vous avez des vaisselles de Pessard qui sont déjà à l'extérieur dans la cuisine, déjà apparentes, entre guillemets, pas planquées, hein, parce que vous avez fait usage pour la bouffe du Shabbat, vous risquez, je ne veux pas le dire, mais sait-on jamais, un bout de pain qui circule et qui… C'est pour ça que, Non, pour cette première option… Non, ça risque pas parce que je vais le mettre dans un coin de table comme on a l'habitude. C'est possible aussi. Et dans la cuisine, à part moi, il n'y a personne qui rentre. Donc, ça va être les assiettes jetables et je vais les servir directement de la cuisine et le mettre à table. C'est tout. Très bien. Non, mais ça marche aussi. J'ai conseillé, moi, de transvaser pour ne pas être amené à toucher le pain avec les casseroles de Pessah, mais c'est un conseil. D'accord. Donc, ça, ce qu'on va faire, ce n'est pas interdit. Non, absolument pas. C'est très bien. Vous avez bien fait aussi de relever la remarque, Razak. D'accord, merci. Bonsoir, Rav, Evelyne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous aviez, au début, vous avez parlé de 4 points et dont le jeûne du premier-né. Est-ce que vous pouvez nous donner les horaires? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, je n'ai pas parlé, vous avez bien fait de me rappeler, je n'ai pas parlé des horaires du Tanit Bechorot, donc c'est très bien de me le rappeler, on était pris dans la fougue du sujet. Tanit Bechorot, c'est le jeûne des premiers-nés qui est habituellement organisé à la veille de la fête, la veille donc à date du 14 Nissan. Cette année, le 14 Nissan tombe un Shabbat, donc on va décaler le jeûne du premier-né non pas à vendredi, comme on a pu l'entendre et à plusieurs reprises, mais on va le décaler à jeudi. Alors pourquoi on a pu l'entendre le vendredi? Parce que lorsque Pessah tombe le Shabbat, le vendredi soir, le jeûne des premiers-nés a oui lieu vendredi. Mais là, le Pessah ne tombe pas Shabbat. Là, le Pessah tombe dimanche, donc samedi soir. Donc le jeûne, on le décale à jeudi. Est-ce qu'il est obligatoire? Beaucoup moins. Initialement, la halakha n'exige même plus au premier-né de jeûner parce qu'il est complètement décalé. Ce jeûne, il est jeudi carrément. Mais c'est tout de même conseillé de fréquenter une synagogue, un lieu où un siyum d'une maseret de Gemara est organisé, avec, pour le coup, un petit peu de hametz. C'est surtout le hametz qui nous reste en général, que l'on va partager avec les uns et les autres pour considérer ça comme, je
je ne peux pas dire une pseudo-séouda, parce qu'il faut vraiment que ce soit une séouda de mitzvah, et ainsi nous dispenser du devoir de jeûner, que ce soit un jeune homme qui est Bechor, premier-né, que ce soit le papa d'un jeune premier-né qui n'est pas bar mitzvah, ou que ce soit simplement un fidèle qui veuille bien faire un sioum et permettre à tous les premiers-nés de la synagogue de ne pas jeûner ce jour-là. Donc, en synthèse, le jeûne des premiers-nés n'est plus obligatoire cette année. S'il en est, et ceux qui veulent le respecter malgré tout, c'est le jeudi 25, donc avant la fête, et il est tout de même préférable pour tous, conseillé pour tous, de fréquenter un lieu, une synagogue, qui organise un sioum pour en être complètement dispensé. Il concerne les hommes et non pas les femmes. Rav, bonsoir. Une petite question. Bonsoir. Oui. Juste savoir, est-ce que en tant que de premier-né, si on n'a pas la possibilité d'aller ce jour-là justement dans la synagogue, est-ce qu'on peut être acquitté en faisant un Zoom, par exemple? Est-ce que vous allez prévoir un Zoom ou pas? Alors, je veux bien prévoir un Zoom, Bezrat Hashem. Je me souviens aussi de la question que tout le monde s'était posée l'année dernière, vous vous souvenez, on était confinés d'ailleurs. Le Zoom a été l'alternative magique, puisque c'est grâce à cela que les premiers n'ont pas jeûné. Je crois pouvoir dire cette année que même si le Zoom n'est pas un idéal pour le sioum des premiers-nés, on pourra tout de même s'appuyer dessus pour une raison toute simple, c'est qu'initialement, la stricte halakha ne nous impose plus de jeûner. En tout cas, les premiers-nés ne sont plus imposés de jeûner puisque c'est un jeûne décalé. Donc, ceux qui veulent bien participer à un sioum, c'est très bien. Ceux qui ne peuvent pas et qui participent par Zoom, c'est tout aussi bien puisque le jeûne a une signification qui est beaucoup moins importante au vu du fait qu'il soit pas repoussé, mais plutôt décalé. Merci. Si c'est le calme plat, ça veut dire que le reste a été plutôt clair. Est-ce que… Non, encore une dernière question, Mechila. Oui, dites-moi. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, vendredi matin, donc on brûle le Hametz. Et là, on récite pour la deuxième fois le bio Hametz, c'est ça? Oui, le jeudi soir, on a fait la bracha et puis on a annulé le Hametz une première fois. Le lendemain matin, vendredi, on brûle sans dire de bracha et sans dire d'annulation. L'annulation, on la fait toujours le Shabbat matin. Hein. C'est rien, c'est l'annulation verbale, on la fait toujours le Shabbat heureusement matin. que j'ai posé la question. Toujours, bien sûr, il faut toujours dire que les questions que vous posez sont des questions intéressantes et importantes. J'ai ici deux questions. La première a été répondue par écrit. La deuxième, la vente de nos placards ou autres se fera quand pour pouvoir ranger les derniers ustensiles? Et est-ce que la vente pendant Shabbat est interdite? Alors oui, la vente se fait avant Shabbat. Dans les procurations de vente que vous allez transmettre aux différents rabbinats, que ce soit rabbinat de Paris, rabbinat Lubavitch ou autres, vous les ferez toujours avant Shabbat. Alors bien sûr, vous allez les faire avant Shabbat parce que ce soit sous format papier, numérique, sur Internet ou ailleurs, vous allez forcément les transmettre avant Shabbat. Mais même la date de ces ventes sera effective le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'organiser une transaction, même en avance, qui soit prévue pour un jour de Shabbat. Or là, la vente du Hametz est considérée comme une transaction entre un juif qui a le pouvoir de vendre le Hametz de toute une communauté et un non-juif qui veut bien le récupérer, moyennant un échange financier bien sûr. Et ça ne peut pas se faire un jour de Shabbat. Donc la vente a lieu avant Shabbat. Si la vente a lieu avant Shabbat aussi, il faut bien évidemment que les casseroles et les vaisselles que l'on va déposer dans les endroits vendus soient rangées avant l'horaire limite de la vente que le rabbinat vous indiquera. En parlant de vente, ce n'était pas tout à fait notre sujet, mais en parlant de vente, je précise bien, je l'ai dit à un autre moment aussi, on ne vend pas les vaisselles, on vend le Hametz qui pourrait s'y trouver dans les placards ou dans les vaisselles, parce que vendre une vaisselle nous impose de la tremper une nouvelle fois au mikvé, sans bracha, à l'issue de la fête. Ah oui, elle a appartenu à un non-juif pendant un moment, donc il faut la tremper une nouvelle fois. C'est un peu compliqué de sortir toutes ces vaisselles après Pessah. Déjà, il faut ranger la vaisselle de Pessah. Alors imaginez-vous prendre la vaisselle de l'année et la ramener au mikvé. Non, c'est plus simple de vendre le Hametz qui se trouverait éventuellement dans les coins du placard, on n'aurait pas vu, ou sur les vaisselles. On ne vend pas donc la vaisselle elle-même. Rav, bonsoir. Bonsoir.
Une petite question, mais je pense qu'on en a déjà parlé, mais pour être sûr, pour ne pas faire de bêtises, évidemment. Moi, je vais faire motzi sur du pain vendredi soir sur le coin de la table, D'accord. avec la vaisselle jetable. Oui. J'ai une petite question sur le samedi midi, en fait. Alors, le samedi midi, en fait. c'est compliqué le samedi midi parce que le midi, c'est impossible pour le pain. On est déjà au-delà du 9h59 qui est l'horaire limite. Soit il faut prier très tôt et organiser un office tôt, c'est-à-dire 7-9 heures, et manger entre 9h et 10h, grosso modo. Soit tremper la galette, comme vous avez dit. Voilà, soit tremper la galette. C'est pour ça que pour avoir un confort au niveau des horaires du Shabbat, la deuxième option, celle que je vais suivre d'ailleurs, me semblait plus confortable. Donc, on va tremper, OK. Après, vous pouvez faire, vous savez, vous pouvez combiner, je profite de votre remarque, qui est très intéressante aussi d'ailleurs, c'est que vous pouvez combiner les deux options. Mais bon, peut-être que vous rentrez dans une galère, c'est-à-dire que le soir, vous allez manger vos plats dans les assiettes jetables, comme on a dit, etc., cuisiner dans des vaisselles de Pessar, tout ça, il n'y a aucun problème, avec un bout de pain dans le coin de la table. Et le lendemain midi, vous n'avez pas envie de vous lever trop tôt, vous n'avez pas envie de chambouler votre planning de Shabbat habituel, le repas à midi, etc. Vous mangerez de la galette trempée. Vous aurez fait donc une combinaison des deux propositions, ce qui peut être également intéressant si c'est plus confortable pour les uns et les autres. Donc, autant. Très bien. L'option 2, elle me plaît énormément. Tant mieux. Je suis ravi de l'entendre. Merci beaucoup. Merci, Ra. Avec plaisir. Et donc, une question, est-ce qu'on pourrait aussi envisager pour, par exemple, de faire donc Shabbat midi, un repas sur j'allais dire manger du mésonote à hauteur du motzi, mais c'est pas possible non plus parce que c'est déjà Pessah. Enfin, c'est déjà interdit de consommer. C'est possible de manger de la matzah ashira, c'est-à-dire de la matzah au vin ou aux fruits, à plus de 260 grammes. Maintenant, pour faire motzi. Pour être franc, après c'est un conseil. Manger 260 grammes de pain, c'est à peu près une baguette, grosso modo. Manger 260 grammes de matzah, ça gonfle. Il va falloir on aura pu faire le soir. Ouais. Sachant qu'une matzah shmura, pour prendre l'exemple de la shmura standard, elle avoisine les 90 grammes. 80-90 grammes. Donc pour 250 grammes, il faut en manger beaucoup. Il va falloir manger presque 3 comme ça, et tout cela uniquement pour pouvoir faire motzi et à la mirkia, et birkat hamazon après. Et justement, ça fait penser. Trop chargé. Ouais, justement, ça me fait penser nous, dans notre famille, justement, comme souvent il y a toujours des plats en sauce, on avait l'habitude, qui est sûrement mauvaise, de tremper la matzah et qu'elle gonfle du coup, pour que la matzah soit plus malléable pour pouvoir saucer, par exemple. Pour la fête de Pessah également ? Ouais. Aucun problème. D'accord. Le fait que ça gonfle, c'est pas grave. Aucun problème. Les courants chassidiques, je ne peux même pas dire ashkénaze, les courants chassidiques s'en restreignent parce que il y a un risque éventuel, on dit bien un risque, que la matzah, qui reste des dépôts de farine sur la matzah, toujours, ça peut être le cas, et qu'en la trempant dans de la salade, dans de la soupe, etc., cette petite farine gonflera au contact du liquide. Mais c'est un risque qui est très peu probable, qui est très lointain, qui se respecte, c'est une tradition, beaucoup plus dans le courant chassidique, mais les ashkénazim, pour la plupart, et les courants séfarades n'en tiennent pas compte. On peut donc tremper dans du liquide la matzah, même pendant Pessah. Alors moi, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, c'était en fait de mouiller les matzot avant pour qu'elles soient humides et qu'elles soient suffisamment malléables justement pour faire un équivalent de pain, quoi, pour pouvoir… Pendant Pessah, il n'y a aucun problème pendant Pessah. C'est juste le soir du Seder, il ne faut pas le faire. D'accord, ok. Parce que le soir du Seder, on a dit, on va manger cette matzah trempée la veille. Mais pourquoi on la mange trempée la veille? Parce qu'on ne peut pas faire la mitzvah du Seder avec. Ah oui, sortir de… Oui, d'accord. Du coup, le soir du Seder, il faut avoir de la matzah croquante. Après, c'est quelqu'un qui a du mal à manger, pour nager, en difficulté. On mange juste un peu pour faire motzi, quoi. Un petit peu, on pourra lui permettre de mouiller, oui, dans ce cas-là, évidemment. Mais pour les grands consommateurs que nous sommes, non, ce ne sera pas permis pour le soir du Seder uniquement. Chazak u'Baruch, on arrive à la fin de notre heure d'étude. Kol hakavod lachem, de s'être mobilisé pour partager ce limoud à mes côtés.
Bezrat Hashem, je vous propose donc de nous retrouver semaine prochaine à la même heure pour notre second volet de ces halachot extraordinaires, la fête de Pessah, qui approche à grands pas. Baruch Adonai le'olam, Amen, ve'amen, Hazak ou Baruch, Erev Tov. Hazak, merci. Bonne soirée. Bonsoir. Merci beaucoup. Be'atzlacha, merci à vous. Merci. Merci à tous. Ça, Kacher et sa mère à tout le monde. Pessah Kasher Vesameach. Voilà.